Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, merci Salomon. Alors, pasteur, vous nous amenez d'ailleurs sur le terrain à l'occasion d'une journée particulière, c'est la journée de l'arbre. Quelle importance revêt l'arbre pour vous? Merci beaucoup Salomon. En fait, l'arbre, je peux dire, c'est le grand mystère que Dieu a créé à travers le monde. L'homme n'a pas su comprendre quel était le plan de Dieu pour l'humanité. Mais au travers de l'arbre, nous pouvons vite comprendre quelle a été l'importance du programme même de création que Dieu a fait à l'humanité. Vous savez que Dieu a créé tout. Il a créé l'air, il a créé tout ce qui existe, en fait, la lune, le soleil, tout, jusqu'à créer les arbres, à créer les rivières, à créer tout, et créer un endroit approprié qu'on appelait le jardin d'Éden, pour terminer par créer l'homme. Donc Dieu a apprêté, comme les mamans font quand elles vont à la maternité. Elles apprêtent toute la layette avant que l'enfant vienne. Et je vous dis que la volonté de Dieu a été celle-là. Dieu n'a pas voulu que l'homme vienne vivre dans des conditions qui auraient été inhumaines. Dieu a tout apprêté pour l'homme et il a placé l'homme dans ce jardin d'Éden. Parce que dans ce jardin, il avait déjà les arbres qui produisent de l'oxygène. Il avait déjà ces animaux qui permettaient la régénération de ces arbres. Il avait déjà ces oiseaux qui aidaient aussi à cette régénération. Et il y a mis de l'eau, afin qu'il y ait une grande nappe hydrologique qui permettait la croissance de toute la végétation. Quand vous regardez une planification comme celle-là, avec tout ce qui était doté, vous dites quelle ingéniosité. Et là, vous expliquez maintenant le sens de la vie de l'homme. L'homme est interdépendant. Dieu, en créant l'homme, il a soufflé le souffle de vie. Ce souffle de vie était effectivement attaché à cet oxygène que nous respirons, vous et moi, tous les jours. Et quand nous respirons cet oxygène et qu'il entre en nous, il sort maintenant déjà attaché de tout ce qui est nuisible, tout ce qui est destructif. C'est ce dioxyde de carbone. Donc il purifie notre vie, il nous rafraîchit, mais quand il sort, il est déjà utilisé. Et Dieu récupère, Dieu permet que cet arbre-là, qui vous donne l'oxygène, récupère cette partie déjà utilisée, cette partie déjà vieillie de l'air qui sort de nous, pour pouvoir le refaire. Et voilà l'interdépendance que Dieu a mis. Et ça, c'est dans l'arbre. La photosynthèse, ces mécanismes que Dieu a mis pour déterminer l'interdépendance entre l'homme et l'arbre. Ainsi, lorsque nous coupons tout ce qui est arbre, nous sommes en train de réduire notre espérance de vie. Nous sommes en train de réduire notre niveau de vie. Parce que la diminution de la quantité d'oxygène va aller proportionnellement à la diminution de l'espérance de vie de l'homme. Parce que ça va faire monter. Quand l'oxygène diminue, c'est la quantité de la pollution qui s'accroît. Parce qu'il n'y a plus le mécanisme de purification de l'air. Et c'est ça qui justifie tout ce que nous vivons aujourd'hui, les gaz à effet de serre et autres, qui ne peuvent plus remonter pour se recycler et qui continuent à maintenir la chaleur dans l'humanité. Donc l'arbre, le signe que nous avons posé aujourd'hui, c'est pour dire à l'homme, revenons au temps du passé. Comprenons que Dieu avait raison et revenons à ce niveau-là où Dieu avait planté ces arbres et il a placé l'homme. Parce que c'est l'homme qui a détruit, essayons de restaurer ce que nous avons détruit. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous comptez passer en choisissant ces sites du parc de Lancellet? Oui, en fait, en choisissant ces sites, comme vous voyez le ministère et tout le monde, nous avons voulu traduire quelque chose. Je peux vous dire un abattement dans le cœur. Presque de pleurs même dans mes yeux, de constater que les gens ne comprennent pas l'importance de l'unique site vert qui reste aux alentours de la ville de Kinshasa. Donc vous voulez dire que tous les autres sites ont été spoliés? Je ne veux même pas dire spoliés, ont été envahis et ils sont partis. Mais où est Météo aujourd'hui? Où est le quartier 1? Où est tout ce qui était... Le site à côté du Palais du Peuple. Le site à côté du Palais du Peuple. Même les villes, regardez le niveau d'envahissement du zoo de Kinshasa.
Regardez le niveau d'envahissement du jardin botanique de Kinshasa. Jusqu'hier, il y avait encore des gens qui cassent le mur du jardin et qui continuent à ajouter bâtisse sur bâtisse au niveau du jardin botanique de Kinshasa. Aux yeux de toutes, je ne sais pas où sont nos OPJ dans la ville de Kinshasa, où sont nos magistrats, ceux qui se saisissent des infractions. Et vous sentez que tout cela se passe sous la barbe de toute la hiérarchie. Je crois que c'est ça la dimension. C'est malheureux parce que nous sommes responsables de ce secteur, nous sommes des serviteurs de l'État, disons de l'État, et nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous réalisons combien nous ne faisons pas attention, combien notre conscience ne se réveille pas sur la valeur de notre survie. La vie humaine, mon frère, quand vous êtes déjà sous bonbonne, ça signifie que vous sentez que cette vie n'a plus de valeur. Parce qu'on vous retient quelque chose que vous avez gratuitement. Et il faut qu'il est grand temps qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir une population de 15 millions d'habitants dans une ville et continuer à gérer la ville comme si de rien n'était. Vous avez ici insisté dans votre discours sur ce qui se passe à Paris, même si comparaison n'est pas raison. Oui, les gens peuvent ne pas le croire, mais je suis vu, c'est tout le grand spécialiste qui le démontre, le niveau de la pollution de Paris. Aujourd'hui, le gouvernement même français prend des dispositions pour qu'il y ait même des journées sans voiture. Parce qu'on a calculé 25% de pollution proviennent des voitures. Mais les voitures à Paris sont encore bien respectueuses de contrôle technique. Et les voitures à Kinshasa. Je crois que si la pollution à Paris de voitures ou de véhicules en général est de 25%, la pollution à Kinshasa doit être des véhicules de plus de 50%. Parce que nous avons tout roule dans la ville de Kinshasa. Il suffit de n'importe quoi sur la rue et ça roule. Et on ne peut pas s'imaginer qu'à ce niveau-là, nous sommes épargnés de cette pollution qui atteint ces proportions. Regardez Paris qui prend déjà ses précautions. Pourtant, aujourd'hui, Paris, vous avez le bois de Vincennes, vous avez tout le bois qui existe. Paris est suffisamment aujourd'hui boisé. Et nous, à Kinshasa, Kinshasa est nu. La ville, elle est nue. Et Kinshasa n'a qu'aujourd'hui le seul site de Lancel. Sur 3500 hectares du parc de Lancel, il ne reste que 500 hectares. 500 hectares seulement. 3000 hectares sont spoliés. Et spoliés, pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que si on pouvait reboiser les 3500 hectares, c'est une superficie plus grande que le Nairobi National Park, qui n'a que 2500 hectares, et qui aujourd'hui fait la fierté de la ville de Nairobi. Tout le pays, même Bruxelles. Bruxelles a tout le bois qui entoure la ville de Bruxelles. Mais comment chez nous, on ne peut pas laisser qu'il y ait un espace vert qui ne soit pas loti? En fonction de quoi? Que ce soit l'urbanisme, l'habitat, les affaires foncières et autres. Pourquoi ça n'interpelle pas nos dirigeants qui sont dans ce secteur de réaliser qu'il est grand temps? Je ne suis pas syndicaliste de la conservation, mais je crois que la nécessité de la survie de l'espèce humaine nous oblige à dénoncer ces cas-là. 20 à 30% de mortalité de tous les asthmatiques et les personnes déjà âgées meurent chaque année à Paris à cause de la pollution. Combien meurent à Mamayemo? Combien meurent à Ngaliema? Combien meurent ici dans tout ce qu'on appelle cliniques et autres dans la ville de Kinshasa? Comment tout cela ne peut pas interpeller le Congolais et l'intellectuel congolais? Je crois qu'il est grand temps qu'on se souvienne que le changement climatique, le réchauffement de la planète ne sont pas des vains mots. Et ces mots-là s'accompagnent avec ce taux grandiose ou ce taux assez important de la pollution. Et nos amis qui savent calculer, ils vous calculeront très facilement de voir la couche de la pollution qui plane autour de la ville, au-dessus de la ville de Kinshasa. Et quand cette couche plane, il y a toutes les particules qui ne peuvent pas assez longtemps rester, qui descendent dans toutes les maisons, dans toutes les vies. Personne n'en est épargné. Et c'est là cause tous les problèmes que nous avons. Et ça va davantage causer des problèmes. Ça apporte toute cette perturbation climatique que nous avons. Donc je pense qu'il est grand temps que nous puissions réaliser
que nous devons, on ne doit plus faire la conscience, l'éveil de la conscience africaine, comme nos amis qui ont lutté contre la colonisation. Mais là, nous sommes en train d'être colonisés par un mal. Le bâtisse, les constructions anarchiques, toutes ces maisons en béton qui remplissent la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce que ça fait? Toutes les parcelles bétonnées, vous imaginez ce que le béton fait. La nuit, il vous renvoie toute cette chaleur. Et quand vous dormez étouffé dans la chaleur, transpirant et dormant sous le couche de votre transpiration, l'eau ne coule pas, vous ne savez plus prendre bain la nuit. Ça signifie que nous sommes en train de détruire nos corps. Et nous, le pasteur, nous disons, la Bible le dit, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui détruira le corps, Dieu le détruira. Vous vous rendez compte de toutes ces implications? Nous sommes en train de nous détruire tout en nous soumettant nous-mêmes au châtiment de Dieu parce que nous détruisons ce corps. C'est comme quelqu'un qui prend de tout ce qu'il peut prendre pour chercher la mort. Vous êtes en train de vous assassiner, vous êtes en train de vous tuer et nous sommes en train de nous tuer à petit feu. Malheureusement à cause de l'ignorance. Et mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. J'espère qu'on aura le temps, mais j'ai demandé plutôt qu'on me donne le temps de vous poser juste une petite question. Nous sommes peut-être à l'aube de l'année 2016 qui va s'achever. L'ICCN, peut-être le bilan selon vous, c'est vrai, c'est difficile de s'évaluer. Comment vous l'avez envisagé, vous, cette année 2016 qui s'achève? Merci beaucoup. En fait, l'année 2016 a été pour nous une année de très grandes actions. Je peux vous avouer que nous avons eu la grâce, parce qu'en 2016, maintenant, nous sommes en train de vivre le couronnement des efforts que nous avons fournis pendant toutes ces années. Nous avons atteint un niveau de crédibilité. Le niveau de crédibilité nous a pourvu de pouvoir mobiliser maintenant de ressources. C'est une première fois en 2016 que nous avons eu le 11e FED, qui est le Fonds européen de développement, qui a atteint pour la première fois 120 millions de dollars. Les 120 millions de dollars, c'est pour effectivement soutenir la conservation dans notre pays, mais également apporter certaines réponses à notre population. Toutes les communautés riveraines de parcs vont devoir bénéficier de certains projets, tant dans l'agriculture durable, dans l'énergie rurale, que dans tous les autres appuis multiformes qui pourraient, tant soit peu, réduire la pauvreté et relever les niveaux de vie de notre communauté. Nous avons eu dans cette année, au moins encore pour une fois, à gagner un des partenaires qui n'était pas le moindre, la Banque allemande de financement, qui est une grande banque de développement à travers le monde, qui directement traite avec nous et aujourd'hui est en train de nous soutenir sur au moins 6 parcs dans notre pays. Cette année, vous savez, en début, la fin de l'année 2015 et cette année, nous avons inauguré la centrale de Matebe, qui est déjà une approche innovante que nous avons mise en place, qui concilie la conservation et le développement. Nous sommes en train de développer davantage le partenariat public-privé dans la gestion des aires protégées. Et cette année, nous avons le couronnement de 4 pôles. Donc le pôle Virunga Garamba et le pôle Salonga Upemba Kundelungu. Ça signifie que les 4 grands pôles de la RDC vont être des pôles de développement en matière de conservation. Donc ces booms-là vont avoir des effets d'entraînement tout autour de toutes ces grandes provinces et qui vont pouvoir permettre que dans l'ensemble, le réseau d'air protégé de la RDC ne connaisse plus la situation difficile. Nous savons que nous sommes un pays en post-conflit. Ça signifie que le budget de l'État ne prévoit presque rien pour notre pays. 12 ans durant, aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un seul franc d'investissement, même pas un seul. Le parc de Lancélé tel que vous le voyez ici, il n'y a jamais eu un franc qui vient de nos structures habituelles pour faire ça. Voilà pourquoi il est resté comme ça. Et le partenaire qui dit que c'est le site qui est dans la ville, c'est le site qui est proche de toutes les institutions. Nous n'avons aucun partenaire qui s'intéresse au parc de Lancélé. Voilà la conséquence. Dégradation, destruction et autres. Mais les autres parcs aujourd'hui jouissent effectivement de toutes les ressources. Quand vous arrivez à Garamba, vous trouverez que l'ICCN, quel que soit le niveau d'attaque, parce que le défi qu'on a aujourd'hui,
S'il n'y avait pas ce partenariat public-privé, le parc de Garamba aurait disparu il y a longtemps. Mais nous avons encore 3 avions au parc de Garamba qui nous permet de tenir le coup, de faire un déploiement aéroporté, de faire un déploiement de pédestres et d'avoir toute la ration. Pour que le garde se déploie, ils doivent manger. Ils font 21 jours en brousse avec des financements qui nous viennent de ce partenariat-là. Le parc de Virunga, la même chose. Aujourd'hui, on a signé pour le parc de Salonga et nous venons de signer pour le parc de Upemba et Kundelungu. Voilà. Déjà, avec ces 4 grands pôles, nous avons l'assurance que la production minime soit telle qui va nous venir de ces parcs, va nous permettre plutôt de soutenir les autres parcs et de pouvoir aider les gens. Le salaire des fonctionnaires que le garde reçoivent ne pouvait pas leur accorder autant de motivation. Mais je te dis qu'à travers le gros, plus de la moitié de notre pays, de nos effectifs, ont une prime qui est donnée au travers de ce partenariat-là. Nos gardes reçoivent la petite prime qui leur permet d'être motivés. Et tout cela nous permet aujourd'hui d'avoir un personnel beaucoup plus courageux. Le garde de l'ICCN, à ce jour, je vous dis qu'ils réagissent comme des super commandos. Face à toutes les attaques que nous avons, ils ont presque un accrochage presque tous les 2-3 jours. Ça signifie qu'ils vivent une vie de guerre. Ce qui n'est pas la mission première de garde-parc. Ce sont des gens qui sont là pour faire juste les patrouilles ordinaires et lutter contre le braconnage élémentaire. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Donc je peux vous dire que réellement le programme et la planification qui est en cours avec ces 2 approches de partenariat public-privé et la conciliation du développement et de la conservation nous permettent de hisser le secteur de la conservation dans notre pays au premier plan. En Afrique, nous sommes devenus un modèle. D'autres pays maintenant sont en train de créer les ICCN chez eux. Oui. Le Congo-Brazzaville a commencé. Ils nous imitent. Voilà, le Gabon est en train. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de faire. Je peux vous dire, le Kenya est déjà là, l'Ouganda, le Rwanda et tout le monde, la Tanzanie. Tout le monde a compris, l'Angola est en train de vouloir aussi créer. Donc les gens ont compris que le style ICCN répond mieux réellement à la gestion efficace et efficiente d'un réseau d'air protégé en Afrique. Et c'est un modèle dont nous sommes fiers de pouvoir porter l'étendard de notre pays là-dessus. Nous aurons peut-être le temps d'en parler prochainement sur le plateau. Merci de nous avoir suivis.